On va, on va démarrer avec la partie conférence. Alors, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de présenter Joseph, hein. Tout le monde connaît Joseph Chauvenec, auteur, philosophe, et voilà, qui défend les personnes autistes depuis des années. Alors, c'est assez marrant, juste pour une petite anecdote personnelle. Moi, il y a 10 ans, on commençait voilà, un petit peu à parler d'autisme pour mon garçon. Donc, j'ai été un petit peu poussée, conseillée par quelqu'un de mon entourage à venir voir une conférence de Joseph qui avait lieu, pas dans cet amphithéâtre, mais dans un autre amphithéâtre de l'université. Donc, c'était il y a 10 ans, je crois. C'est comme ça que j'ai connu l'As des As. Et puis, ben voilà comment on en arrive ici. C'est là que ça a commencé. Donc, j'ai envie de dire la boucle est bouclée. On a donc sollicité Joseph effectivement pour venir faire une conférence coupée avec notre AG. Et quand on a un petit peu discuté, on s'est dit ben voilà et qu'on voulait quelque chose, un sujet qui touche un peu tous les âges parce que voilà on a des sujets dont on a parlé là tout à l'heure en AG avec l'habitat inclusif, le GEMSA bon, qui touche les adultes, mais on a aussi des familles qui ont des enfants plus jeunes. C'est de là aussi d'ailleurs qu'a démarré l'association avec les GHS. Donc voilà, on voulait quelque chose qui puisse toucher toutes les familles adhérentes de l'asso. Et puis voilà, on s'est dit, ce qui est intéressant de voir comment une personne avec autisme peut s'épanouir tout le long de sa vie et je ne sais plus comment on a formulé ça dans le sous-titre, mais devenir soi, s'épanouir et devenir soi. Donc voilà, Joseph a planché. On est impatiente d'écouter le contenu de cette conférence. Voilà. Merci encore. Voilà. Merci beaucoup. Très heureux de partager ce temps avec vous. C'est une joie de revoir des amis, peut-être de rencontrer de nouveaux amis. Parfois, à l'approche de l'été, on se laisse aller à diverses rêveries. Donc, je me suis un petit peu laissé aller dans la présentation. Vous le verrez, hein, ce n'est pas une présentation habituelle. Mais bon, si jamais je dérape trop, vous levez la main et vous me dites, ah, ça suffit là. Voilà. Mais donc, je vais vous infliger un petit bavardage, mais le plus intéressant, c'est après, on pourra dialoguer autour de cette thématique de l'épanouissement. Comment est-ce qu'on peut grandir? Comment est-ce qu'on peut se développer? En fait, l'épanouissement, étymologiquement, c'est exactement la notion de grandir. Voyez, épanouissement en français, c'est lié, c'est la même racine que, par exemple, l'anglais to span ou spannen en allemand, quoi. Vous voyez, étirer, agrandir, hein, c'est exactement la même étymologie. Euh, et donc, ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut grandir, peut-être aussi quelques pièges éventuellement, hein, et puis surtout, on pourra discuter autour de ça. On peut commencer par une petite légende, hein. C'est une histoire que tout le monde connaît, mais il faut se méfier des histoires qu'on croit connaître parce qu'en fait, c'est toujours différent de ce qu'on avait cru savoir. C'est celle de Cendrillon, quoi, hein, vous voyez. Tout le monde, je crois, connaît Cendrillon, mais c'est une histoire très complexe qui a plusieurs sources, en fait, hein. Et l'histoire de Cendrillon, en fait, elle a deux sources principales, hein. Elle a une source française, celle de Charles Perrault, qui était donc un homme de cour. Et évidemment, c'est cette source-là qui a le plus marqué les esprits. Et c'est cette source-là qui a le plus inspiré la version de Disney, évidemment. Et puis, il y a une version, on va dire, plus sombre, plus populaire, plus, je dirais peut-être plus intéressante à mon petit avis, qui est celle des frères Grimm. Alors donc les frères Grimm, c'était donc des gens qui faisaient, comme disent les linguistes, du collectage, hein, c'est-à-dire qu'ils vont voir dans les lieux parfois un peu paumés, quoi, hein, des gens qui leur parlent dans telle ou telle langue, dialecte ou que sais-je, et ils essayent d'enregistrer, de récupérer des versions, on va dire, plus, on va dire, moins glamour ou moins on va dire, urbaines, quoi, hein, voilà. Et donc, la version de Perrault, je crois qu'on la connaît bien. Il y a beaucoup de
magie, quoi, hein. Il y a beaucoup de bling-bling dans la version Perrault de Cendrillon. Il y a... Après, Disney a rajouté encore une couche avec les citrouilles, enfin tout ça, quoi, hein. Alors, en tout cas, chez Perrault, tout est dans l'idéal de la vie humaine, hein, c'est la vie de cour, quoi. Vous voyez, la Cendrillon de Perrault, elle veut à tout prix briller à la cour, quoi, hein. Vous voyez, et tout est dans les jeux de regard, hein. Et quand on lit le texte, c'est très frappant parce que c'est vraiment les jeux de regard qui comptent, quoi, hein. Et surtout, évidemment, il faut capter le regard du grand boss, quoi, hein. Voilà, ça c'est le... Voilà. Et donc, il y a un côté extrêmement, on va dire, plaisant à lire, mais il y a un côté d'une grande vacuité finalement, hein. Et ça, c'est la Cendrillon de Perrault. Hein, puis il y a la Cendrillon des frères Grimm. Alors, elle est beaucoup plus autistique, hein. Elle ne s'intéresse pas du tout au jeu de regard. D'ailleurs, il n'y a aucun jeu de regard, hein, dans la version des Grimm, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe sa vie dans la cendre, quoi, hein. Alors, dans la version de Perrault, ce sont ses sœurs qui sont mauvaises, quoi, hein, et qui l'obligent à vivre dans la cendre alors qu'elle voudrait briller à la cour, hein. Mais dans la version des frères Grimm, c'est pas ça. Hein, c'est pas des sœurs méchantes qui restreindraient la pauvre Cendrillon, c'est que juste sa façon d'être, c'est comme ça, quoi, hein. Alors, quelles sont ses activités? Elle trie les lentilles, quoi. Moi, je trouve ça génial comme activité. Elle trie les lentilles du matin au soir. Alors, dans la version des frères Grimm, il y a un verbe un peu archaïque qui est utilisé. C'est le verbe lesen qui veut dire lire normalement, hein, mais là, c'est un usage bizarre. En fait, dans le texte même, elle lit les lentilles, vous voyez, comme on lirait un texte, quoi. C'est assez étonnant, quoi, hein. Donc, bref. Et donc, elle ne parle quasiment pas, hein. Donc, il y a quasiment pas de phrases qui sortent de sa bouche. Elle est rares fois où elle parle, mais en fait, c'est une langue très bizarre, très archaïque. C'est un petit peu par énigme, quoi, hein. Vous voyez, c'est assez spécial, quoi. Enfin, donc, elle est très peu verbale, la Cendrillon autiste, hein. Alors, comment ça se fait qu'elle se retrouve en société? Parce qu'en fait, il y a des oiseaux qui lui jouent des mauvais tours ou des bons tours, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que les oiseaux qui la poussent, hein. Et on retrouvera les oiseaux à la toute fin de notre propos, hein, dans un autre contexte, hein. Donc, il y a les oiseaux qui poussent la pauvre petite Cendrillon, quoi, hein. Et il y a un côté absolument glauque, hein, dans l'histoire de Grimm, c'est qu'en fait, on ne sait pas si elle apprécie ou pas d'être enlevée par le prince, quoi. Vous voyez, c'est assez étonnant, quoi, hein. Donc, le prince l'enlève, quoi, hein, voilà. Et donc, ce qui est aussi drôle, c'est qu'en fait, le prince semble rechercher une épouse autiste, quoi. C'est assez curieux parce que c'est pas une question, on va dire, de charme ou de... vous voyez, bref, ça, c'est la version des frères Grimm. Alors, ce qu'on voit ici, ouais, dans cette petite histoire, on peut y voir plusieurs choses, hein. On peut voir comment, d'une part, hein, les histoires, les légendes étaient pleines de personnes différentes, hein, et qu'en fait, les légendes et contes qu'on enseignait naguère, eh bien, ça servait à apprendre aux jeunes générations le handicap, la différence, peut-être l'autisme aussi. Ah, bien sûr, ces mots-là ne sont pas utilisés, quoi, hein, mais c'est déjà une première leçon, hein, qu'on peut voir, hein. Mais j'allais vous poser la question, laquelle des deux Cendrillon est plus heureuse que l'autre? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas très sûr que ce soit la Cendrillon Bling Bling qui est la plus épanouie, quoi. Voyez, il y a un auteur israélien, Edgar Keret, qui avait écrit une espèce de roman parodique. C'est Roméo et Juliette 20 ans après le mariage, quoi, hein, voyez. Comme le diraient les mauvaises langues, hein, les contes de fées dans leur version un peu disneyesque se finissent toujours, je dirais, et ils vécurent heureux. Enfin, il ne faut pas entrer dans les détails parce que ça gâcherait voilà. J'allais dire, le bonheur n'est pas forcément celui que l'on nous présente, qu'on nous le dit, hein, et avoir déjà une réflexion sur ça, je crois que c'est déjà très important, hein. Mais il y a un problème plus grave peut-être, c'est on voit à l'exemple de Cendrillon, et on pourrait citer 50 autres exemples, comment finalement fonctionnent les grandes industries culturelles, hein. C'est qu'on reprend des histoires d'autistes et on les désotistise petit à petit et on en fait une
une sorte de soupe pas très digeste, hein. C'est ce qu'on voit ensuite à la télé, quoi, hein. Un exemple que je trouve assez génial, c'est l'exemple du docteur Dolittle, hein. Donc, c'est tout à fait le même schéma, hein. À la base, le docteur Dolittle, c'est un médecin tout à fait bizarroïde, hein, qui vit dans un village imaginaire d'Angleterre, quoi. Il est hyper peu sociable, hein. Et lui, il a une sorte d'obsession, de passion pour les animaux, hein. Il y a de plus en plus d'animaux chez lui. Et en fait, ça lui coûte son métier, quoi, parce qu'il y a tellement d'animaux que les patients ne veulent plus venir chez lui. Ben, c'était l'époque, vous voyez, où les patients venaient chez le médecin, quoi. Il n'y avait pas de cabinet dédié. Par exemple, il y a une patiente d'un certain âge qui arrive et sans le faire exprès, elle s'assied sur un hérisson, quoi, qui traînait sur la chaise, quoi, hein. Et donc, elle s'enfuit en courant, quoi, en hurlant aussi. Et c'est comme ça que la carrière du docteur Dolittle s'arrête. Et donc, bah, il lui arrive bah, ce qui arrive à beaucoup de gens, on va dire, autistes qui sont totalement marginalisés, c'est qu'ils partent en voyage, quoi, à travers le monde, hein. Enfin, c'est un peu ça l'histoire. Dans les adaptations cinématographiques successives, on a totalement déautistisé le docteur Dolittle, hein. On lui a donné une famille, des enfants, quoi, hein. Et tout ce qui reste, c'est juste un saut des gens qui aiment les animaux, quoi. Mais en fait, on a perdu toute l'histoire, quoi, dans cette affaire, quoi, voyez. Hum, et donc là encore, hein, je me demande lequel des deux docteurs Dolittle était plus heureux, hein, l'un que l'autre, hein, voyez. Avec Heidi, c'est là encore le même schéma. Promis, c'est le dernier exemple que je vais te donner dans cette histoire. En fait, Heidi, hein, à la base, dans le texte même, hein, c'est une histoire où tout le monde est handicapé, quoi. Voyez, je pense que vous l'avez remarqué, hein. Donc, et évidemment, il y a Heidi elle-même, hein, qui est somnambule. Alors, à l'époque, c'était vraiment le handicap le plus terrifiant. Oui, c'était l'époque où on croyait en revenant et tout ça, hein. C'est un peu comme aujourd'hui de dire je suis schizophrène. Ouh, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, après, il y a la petite Clara qui, elle est en fauteuil roulant, hein. Ça, je pense, c'est tout à fait évident. Il y a le grand-père. Lui, il est autiste, hein. Il vit à l'écart, on ne sait pas pourquoi, hein. Voilà, bref. Et lorsqu'on lui amènera la petite Heidi, alors il va s'écrier, mais si elle se met à pleurer, que devrais-je faire? Ah, bonne question, hein. On va apprendre ça. Voilà, hein. Et puis bon, il y a le petit Peter. Le petit Peter, aujourd'hui, on l'aurait diagnostiqué TDAH, des choses comme ça. En tout cas, à l'école, ça se passe vraiment pas bien, quoi, hein. Il a quelques petits soucis, hein, multiples. Bref. Et donc, la magie de l'histoire, c'est que le handicap de l'un devient l'atout de l'autre. Comme personne ne veut s'occuper de la petite Heidi, ben on la refourgue vers le seul qui ne va pas protester, donc l'autiste, hein, le grand-père, je veux dire. Voyez, hein. Et donc, comme Peter va casser le fauteuil roulant de Clara, il devra apprendre à marcher avec sa copine Heidi, enfin, etc., etc. Bon, vous connaissez toute l'histoire. Alors, là où ça devient très triste, c'est qu'en fait, dans la version commerciale de Heidi, on a zappé tout ça et on a gardé que, ah, c'est une petite fille avec des chèvres dans la montagne, quoi. Oui, donc, en fait, je dirais, ces légendes, ces histoires-là ont une leçon humaine d'épanouissement par rapport aux gens bizarres, quoi, vous voyez. Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver certaines des connaissances, j'ose à peine utiliser le terme sagesse, qui peuvent nous aider dans la vie, quoi, hein, c'est peut-être ça. Je pense que dans la vie, pour que ça se passe correctement, il faut avoir certaines clés de lecture, certaines grilles de compréhension. Voyez. Et si on ne les a pas, ben, ça va mal se passer ou alors on va patauger très durement et très longtemps, quoi, hein. Voyez. Donc peut-être à méditer, hein. Ah, c'est ici maintenant qu'on va essayer d'explorer certaines des clés qu'on nous propose avec, je dirais, plus ou moins de succès, hein. C'est quoi l'épanouissement? Pour y réfléchir, on va parler des chiens chez Disney, hein. Vous voyez, il y a deux chiens, un très connu chez Disney, hein. Donc, vous connaissez Dingo, hein, vous connaissez Pluto. Alors, ça commence bien, mais vous verrez, ça finit très mal, quoi, hein. Alors, commençons par Dingo. Dingo, sa toute première apparition dans un film, la voici.
C'est donc une espèce de spectacle musical, quoi, hein, où il y a un vieux chien qui arrive et le vieux chien est très bruyant, hein, il a de mauvaises manières et il perturbe tout le monde, hein, et donc en particulier, alors malheureusement, je ne peux pas vous le rendre avec une image, il a un rire, quoi, un rire très fort, un rire qui incarne vraiment le handicap mental, quoi, hein, vous voyez. Et il suffit de l'entendre une fois, ce rire-là du premier dingo, pour que ça vous marque, hein, presque à vie, quoi, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que le personnage de Dingo avait tellement marqué les téléspectateurs que les studios Disney ont décidé de le garder, alors qu'ils ont viré tous les autres personnages. Vous voyez, ce personnage-là n'existe plus, hein, chez Disney. Il n'y a que lui qui est resté, quoi, hein. Voilà. Et donc, on l'a un peu relooké, puis on est passé au dessin en couleur, tout ça. Ah, mais c'est fondamentalement le même personnage, hein. Donc, voici Dingo tel qu'on le connaît. Donc, Dingo est ce qu'on appelle un chien anthropomorphe, hein. C'est un chien qui ressemble à un être humain. Il se promène sur deux pieds, enfin deux pattes, hein, pas quatre. Il a des vêtements, il a un métier, il parle. Vous voyez, c'est quasiment un être humain, quoi. Mais c'est un chien, il incarne le handicap mental, quoi, hein. Et puis, on a, à côté de ça, on a Pluto. Ouais, Pluto, c'est un vrai chien, quoi, hein. C'est pas, il n'est pas anthropomorphe. Pluto avance sur quatre pattes, pas deux, quatre. Il n'a pas de vêtements, il n'a pas de métier, et Pluto ne parle pas. Donc, en fait, pour résumer, c'est là que ça va devenir cruel, hein, c'est qu'en fait, c'est le chien qui sait faire 1000 fois plus de choses que l'autre qui incarne le handicap mental. Voyez? Alors, en fait, au-delà de l'anecdote des deux chiens de Disney, il y a une croyance que l'on diffuse aux jeunes, hein, en porteurs de handicap. Apprenez des compétences, développez des facultés et vous verrez, votre vie sera nickel chrome. En fait, non. Voyez, vous pouvez, quand vous êtes bizarre, développer 50 000 facultés, ça ne sert strictement à rien. Hein, comme le dit une jeune femme lorsqu'elle était doctorante en maths, maintenant docteur, mais à l'époque elle était doctorante, elle avait dit à peu près ceci. Lorsqu'il y a des non-autistes qui, il y a des, font des études de maths, etc., ils deviennent par exemple ingénieurs, etc., mais elle, étant donné qu'elle est autiste, bah, elle est obsédée par les nombres, quoi. Oui. C'est assez étonnant. Ouais. Donc, c'est pas une question de compétence. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a certains environnements où il y a plein d'autistes, on va dire, qui font des études de recherche, etc. Mais je pense par exemple à Wikipédia ou même dans certaines universités du monde, hein, mais leur préoccupation première, c'est que personne n'apprenne ou ne sache, que ça ne se diffuse qu'ils sont autistes. Parce que dès lors qu'on sait que vous l'êtes, bah, bye bye carrière, cochon, etc., quoi, hein. Je ne saurais pas rester là, la citation par cœur, hein, voilà, mais vous voyez à quoi je fais allusion, hein. Donc, il y a ici, je dirais, un malentendu ou peut-être une erreur, hein, celle de faire croire aux gens que par des efforts, on va dire, d'apprentissage, etc., ça suffira à assurer leur salut, quoi, hein. C'est pas tout à fait évident, hein. Alors, je ne résiste pas au plaisir à déterrer un peu une vieillerie, hein, si j'ose dire. Alors, vous connaissez Kafka, hein. Alors, chez Kafka, il y a des textes connus, il y a des textes un peu moins connus, hein. Quand j'étais ado, j'adorais Kafka, quoi, hein. En plus, il est facile à lire, etc. Et donc, l'un des textes de Kafka qui m'avait beaucoup frappé, c'est pas le texte le plus connu, hein, ça s'appelle, je crois, un compte rendu pour une académie. Ça doit être ça. Alors, je ne sais pas si mes traductions correspondent aux traductions à dire officielles, ça, je ne sais pas. Et donc, l'histoire est la suivante. Imaginez l'Académie des sciences avec les très hauts personnages qui y siègent, hein, et maintenant, ils font venir à la tribune un singe qui doit leur expliquer comment est-ce qu'il est devenu humain. Oui. Et je trouve que le récit est absolument génial, quoi, hein. Alors, il commence, alors, je ne sais pas comment le traduire, mais il dit quelque chose très haut, messieurs de l'Académie, quoi. Ouais, donc, mes seigneurs de l'Académie, on pourrait le traduire comme ça. Vous me faites l'honneur de me demander de présenter à l'Académie un rapport sur ma vie antérieure de singe, quoi, hein, voyez. Et donc, bref, enfin, c'est très fleuri comme langage. Et donc, la première chose que j'ai apprise, c'était de serrer la main
serrer la main est preuve d'ouverture. Oui, vous passez pour un être sympa et normal, vous devez sourire, serrer la main, etc. Mais vous devez apprendre aussi à cracher, quoi. Hein. Si vous savez cracher, hein, eh bien, vous serez tout de suite accepté dans le groupe d'ados, quoi, ou je ne sais pas quoi. Enfin, par contre, il y a le problème avec la bouteille d'alcool. Hein. L'odeur m'était pénible, quoi. Ouais. Et ça, quand j'étais ado, ça m'avait beaucoup frappé, hein, ce passage-là, parce qu'un certain nombre d'autistes ont des soucis avec ça. Mais bon, bref. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais après, il y a presque une sorte de clé de carrière. Hein. Lorsque je fus remis à mon premier dresseur à Hambourg, je perçus promptement les deux options qui étaient ouvertes à moi, le zoo ou les spectacles de variété. Je n'hésitais pas. Je me dis, fais l'impossible pour arriver dans les cabarets. C'est l'issue. Les zoos n'est qu'une cage supplémentaire. Si tu y entres, tu es perdu. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des spectacles de variété. Hein, vous voyez. Je suivais les conseils, quoi. Hein, vous voyez. Bon, bon, bref, on pourrait continuer longuement, mais c'est simplement pour vous dire à quel point finalement ce qu'on appelle le succès social, à quel point c'est non épanouissant et à quel point finalement c'est pénible, quoi. Vous voyez? Ah. Et dès lors, peut-être on peut encore un peu pousser le clou un peu plus loin, hein, et se dire que finalement, hein, les modèles de bonheur, d'épanouissement qu'on nous propose, est-ce qu'ils correspondent à quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent faire sens? Grande question. Voici l'anecdote. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais bon, désolé. J'ai une jumelle astrale très connue, quoi. Hein. Vous voyez, c'est quoi un jumeau astral? Une jumelle astrale, c'est une personne qui est née le même jour, le même jour que vous. En l'occurrence, elle est née le même jour et la même année que moi. Hein. Il s'agit bien sûr de Britney Spears. Voilà. La voici. Ah. Alors, Britney, en fait, il fut un temps, alors peut-être que ça paraît lointain pour les plus jeunes parmi nous, mais bon, c'est pas si lointain que ça peut-être. Il fut un temps où Britney était une espèce de déesse cosmique, quoi. Hein, vous voyez. À la une de tous les journaux, tous les médias occidentaux, il y avait les moindres faits et gestes de Britney, quoi. Hein, vous voyez, il y avait une époque comme ça, quoi. Hein. Et donc, bref, elle a eu en fait, dès le plus jeune âge, un succès colossal, dépassant de très loin les rêveries du plus grand des ambitieux. En d'autres termes, même si vous êtes une personne qui a, je dirais, une sorte d'approche maladive par rapport au carriérisme, hein, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouvez pas espérer d'avoir un centième du succès qu'a eu Britney Spears, quoi. Il peut le dire comme ça. Hein. Voilà. Et regardons où ça a mené, quoi. Ouais. En fait, pardonnez de dire comme ça, mais je pense que c'est vraiment désastreux pour Britney, quoi. Hein. Ouais. Si elle avait été handicapée ou si elle avait connu l'échec ou si je ne sais quoi, je suis sûr qu'elle aurait été bien plus heureuse, quoi. Voyez. Donc, ça donne beaucoup à réfléchir, tout ça. Oui. Et peut-être c'est une note peut-être plus personnelle. Ça fait peut-être quelque chose comme 20 ans que je me balade à droite à gauche. On m'a demandé, je n'ai jamais cherché, mais il y a des choses qui se font. On m'a demandé de rencontrer je ne sais combien de fois des prétendus grands de ce monde. Hein. J'ai rencontré je ne sais combien de milliardaires, de prix Nobel, de chefs d'État, etc., etc. Mais ce qui est très frappant, hein, c'est de voir finalement la grande détresse personnelle de ces gens-là, quoi. Vous voyez? Ah, c'est assez étonnant, quoi. Ah, si je peux peut-être dire une petite anecdote, il y a quelques années, quand j'avais gribouillé le torchon appelé Nos intelligences multiples, j'ai reçu deux lettres manuscrites, oui, manuscrites, de Bruno Le Maire. Oui, il voulait me voir pour que je lui dise les secrets de l'intelligence. Je n'ai pas répondu à Bruno Le Maire, quoi, hein. Mais c'est quand même tout à fait étonnant, quoi, hein. Il arrive des choses assez étonnantes, hein, mais dans la vie, quoi, hein. Et bref. Et, et donc, c'est là qu'on se dit que finalement, quoi, hein, est-ce que réellement ce qu'on nous présente comme l'épanouissement ultime, est-ce que c'est vraiment ça? Vous voyez?
un petit souvenir, ça expliquera les deux autres images, quoi, hein. Voyez, au mois de juillet dernier, j'ai pu revoir les amis en Nouvelle-Calédonie. Alors, bon, j'ai une sorte de lien personnel avec la Nouvelle-Calédonie. J'ai failli partir y vivre après le décès de mes parents, c'est de vous dire, hein. Et donc, en juillet dernier, j'ai pu, dans une espèce de ranch local, rencontré une dame quoi, qui avait passé toutes sortes d'épreuves personnelles, quoi, hein, et elle a décidé de totalement changer de vie, hein. Donc, elle a ouvert un ranch, une ferme où il y a toutes sortes d'animaux, hein. Et ce que j'ai pu voir, et on l'a filmé d'ailleurs, hein, lorsqu'elle arrive, alors il y a toutes les centaines d'animaux, hein, entre les canards, les ânes, tout ça qui marche derrière elle, hein, dans des scènes presque bibliques, quoi, hein. Et elle m'avait dit, ce sont mes followers, quoi, hein, vous voyez, hein. Mais en fait, c'est excellent, quoi, hein, c'est excellent. Et donc, c'est là qu'on peut mettre en contraste ben, l'idéal de l'influenceur, on va dire, tel qu'on essaie de nous le vendre, et puis, en fait, le bonheur que cette personne avait fini par trouver, quoi, hein, vous voyez. Alors, bon, peut-être que ce soir sur Canal, hein, il y aura cet épisode-là, hein, avec la dame avec les followers, quoi, hein, mais bon, bref. Tout ce que je veux dire par là, hein, c'est que finalement, hein, peut-être que ce ne sont pas les autistes qui font fausse route, hein, mais c'est peut-être les autres, hein, vous voyez, et c'est une thématique, la notion de société malade, on va la retraiter dans quelques instants si vous le voulez bien, quoi, hein, vous voyez. Alors, toujours dans l'épanouissement, hein, peut-être encore quelques mots un peu grassants, quoi, hein, vous voyez. On va commencer par une anecdote historique, hein. Il y a quelques années, au Portugal, il y avait un dictateur, hein, qui s'appelait Salazar, quoi, hein, voyez. Alors, d'entre les dictateurs, pardon de parler comme ça, parce que je sais qu'il a fait plein de victimes, hein, mais d'entre les dictateurs, Salazar pouvait passer pour être quasiment le moins mauvais, quoi. Salazar était quelqu'un de supérieurement intelligent, quoi, hein. C'était quelqu'un de non corrompu. Même ses pires adversaires le reconnaissaient. Il avait interdit le culte de la personnalité, d'ailleurs, il ne s'était pas enrichi, hein. Donc, sur ces critères-là, en apparence, c'est le dictateur, on va dire, quasi optimal. Le problème, c'est qu'il a évidemment tout raté, hein. Il a tout raté pour une raison très simple, c'est que les gens ne veulent pas qu'il y ait un dictateur qui décide à leur place de leurs conditions de vie. Les gens veulent, et c'est bien naturel, contribuer à façonner ben, leur vie, leur avenir, etc., quoi, hein, voyez. Et c'est pour ça que Salazar a fini par rater, hein, très, très tragiquement d'ailleurs, hein. Mais quand on y réfléchit bien, Salazar exerçait un contrôle très poussé, hein, sur la société portugaise, hein. Mais il y a une chose qu'il ne contrôlait pas, c'est à quelle heure les Portugais allaient se dormir ou se coucher le soir. Par contre, dans un établissement médico-social, le responsable, il contrôle à quelle heure vous allez vous coucher. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, dans le monde du handicap, l'autodétermination, c'est juste un joli terme. Et la question est la suivante. Comment est-ce que vous, en tant que personne, par exemple, en situation de handicap, vous pouvez avoir une vie heureuse s'il y a quelqu'un qui prétend décider de tout à votre place, quoi? Je suis convaincu que ce qui donne une certaine saveur à la vie, c'est de pouvoir précisément décider de ce qui va advenir à court terme, à long terme, etc. Oui, c'est très important. Et ce n'est pas une question de est-ce que le dictateur est intelligent ou pas, hein. C'est pas ça la question. C'est pas est-ce qu'il prend les bonnes décisions ou pas. Non, la bonne décision est bonne parce que c'est la personne elle-même qui la prend. Point, quoi. Voyez. Et on a beaucoup de mal dans l'univers du handicap à accepter cette idée, hein. Et c'est justement ce qu'on peut essayer un petit peu de voir ensemble. Voici une image épouvantable. L'image a l'air sympa, mais en fait, elle est horrible, quoi, hein. On a fait des études, c'est un sujet fascinant, sur la marge de liberté des enfants, hein. Et donc, on a demandé à des gens de plusieurs générations dans une même famille, hein, quelle était votre marge de liberté quand vous étiez enfant? Voyez. Et donc, tout d'abord, l'arrière-grand-père prend la parole et il dit, ah, je pouvais aller à peu près n'importe où. Oui.
Puis le grand-père, on lui demande, ah, quand j'étais enfant, je pouvais marcher sur plusieurs kilomètres. Puis la maman, ah, elle pouvait aller au bout de la rue à peu près. Et le fiston, ben, il ne peut plus sortir de sa chambre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être 50, 60 ans et plus, il était tout à fait naturel qu'un enfant de 7, 8 ans de Lille prenne tout seul le train pour aller se balader à Valenciennes? Normal, quoi. Aujourd'hui, vous faites ça, la police vous met en tôle, quoi. Ben oui. Et donc, on peut dire que c'est pour le bien d'eux, etc., etc. Mais est-ce que l'être humain réellement a vocation à passer toutes ces premières années strictement enfermé dans une pièce, assis immobile sur une chaise à côté d'autres chaises? Est-ce que c'est comme ça que se fait un développement personnel correct? Vous connaissez Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est sans doute le plus beau récit d'une personne, aujourd'hui on dirait TDAH ou hyperactive ou quelque chose comme ça. Voyez? Hein? Sauf que, à la différence des gens d'aujourd'hui, Tom Sawyer, quand il était enfant, il était parfaitement libre. Il parcourait les forêts, il traversait les fleuves, tout ça. Il faisait 50 000 bêtises à la journée. Mais c'est comme ça qu'il grandissait, pas de grosses bêtises, hein, des petites bêtises, quoi. Ah, voilà. Et aujourd'hui, on l'aurait enfermé dans sa chambre, on lui aurait donné des médocs, et il y aurait de grands docteurs qui auraient essayé de comprendre quelle mystérieuse maladie ronge le petit, quoi. Vous voyez, c'est assez étonnant, hein. Et dans le cas, on va dire, des gens, par exemple, autistes, lorsque l'apprentissage n'est pas fait, quoi, hein, eh bien, on finit par devenir adulte. Ben, les années passent vite, quoi, hein, et on n'a absolument pas les capacités ben, pour pouvoir affronter le grand monde, quoi. Voyez? Entre l'arrière-grand-père et le fiston, ben, il y a un univers, quoi, hein. Et moi, je pense donc cette image, à mon avis, elle est horrible, quoi, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, je veux dire, la différence entre autiste et non-autiste, c'est que le gamin non-autiste, il va trouver des petites combines pour sortir de sa chambre, quoi, hein, et il va s'enfuir à un moment donné quand il sera ado et quand la maman ne va plus pouvoir le surveiller tout à fait, quoi, hein, ça y est. Par contre, si vous êtes autiste et que, on va dire, vous ne faites pas ces mouvements, on va dire, d'échappement dans tous les sens du terme, eh bien, l'apprentissage sera très compliqué. On va dire, ah, il n'est pas autonome. Ben, je pense qu'il y a d'autres problèmes qui ont causé ça, quoi, hein, voilà. Hein, donc, à méditer, quoi, hein, ben, c'est justement ça, il n'est pas autonome, quoi, hein. Voyez, ce qui est très frappant, c'est à quel point aujourd'hui, de nos jours, même au-delà de l'autisme, hein, à quel point finalement c'est difficile de devenir autonome, quoi. Et c'est pas si vieux que ça, mais il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, où dès lors qu'un enfant avait 13, 14 ans, ben, il dégageait, quoi. Voyez, il dégageait. Voyez. Ah, et donc, c'est bien sûr qu'il y a des temps cruels, etc. Mais j'allais dire, en termes d'apprentissage de l'autonomie, quoi, hein, il y avait quand même des choses qui pouvaient se faire à la dure. Oui, certes, c'est pas forcément des temps très faciles, quoi, hein. Mais ce qui me terrifie, et pardon de le dire comme ça, ce qui me terrifie, c'est la vision de la personne handicapée en tant qu'animal domestique, quoi, hein. Vous voyez, ça, et les années passent. Et curieusement, même à l'âge de 50 ans, hein, il est, par exemple, menuisier, hein, donc il a une certaine habileté motrice, mais il ne sait pas faire son lit. Ah bon, vous voyez. Voilà, c'est un exemple concret, quoi, hein, oui. Donc, il y a de vraies questions en termes, on va dire, d'épanouissement, etc. Et justement, parlons-en du logement, quoi, hein, vous voyez. Je suis très frappé de voir à quel point le logement semble être une sorte de source de terreur en Occident, quoi. Vous voyez. Est-ce que vous savez comment on faisait il y a 100 ans ou 200 ans quand on voulait un logement et qu'on n'avait pas de logement? Comment est-ce qu'on faisait? Ben, on trouvait un petit lopin de terre où il n'y avait personne et on construisait sa cabane, quoi. Ben oui, vous voyez. Pour info, le permis de construire en France, c'est le maréchal Pétain qui l'a introduit, pas avant, quoi. Vous voyez. Hein.
Et donc, ce qui est très frappant, c'est qu'en Occident, avoir un logement est de plus en plus compliqué. Et évidemment, les personnes handicapées ou dites handicapées sont les plus exclues de cette affaire, quoi, hein. Ouais. Alors, vous savez quoi, il y a encore des pays où il n'y a pas de permis de construire, etc., hein. Donc, ça donne beaucoup à réfléchir, hein. Ouais, cette question du logement, hein. Dans l'univers des personnes qui vivent à la rue et dans ces questionnements-là, il y a une doctrine très importante. En anglais, c'est housing first. Vous voyez, le logement d'abord, quoi, hein. Vous voyez. Et ça, je pense que dans le monde de l'autisme, on pourrait y réfléchir. Le problème, le drame, hein, c'est qu'il y a très peu d'endroits où on puisse apprendre les compétences domestiques, les sciences du frigo, hein, comme je le dis un peu par dérision, quoi, hein. Mais en fait, c'est que la personne ait 20, 30, 40 ans et ne sache pas remplir le frigo, faire son lit, c'est pas grave. Mais on va l'apprendre aujourd'hui. Voyez? Et il faut certainement pas, absolument pas, faire appel à, je sais pas, des femmes de ménage ou autres. Non, interdit, quoi, hein, voyez? On va apprendre, hein, ce qui se passe, quoi, hein, comment on gère, hein. Et l'expérience montre que quel que soit le profil de départ, je dis bien quel que soit le profil de départ, en 2 semaines, 3 semaines, grand max, il est autonome. Voyez. Et d'ailleurs, parfois même, il gère beaucoup mieux son petit studio que des non-autistes. Bon, bref, donc ça, c'est notre débat dans l'affaire, quoi, hein, voyez. Et donc, à mon sens, hein, certains apprentissages sont la clé de l'épanouissement, quoi, hein. Vous ne pourrez pas vous épanouir si, j'allais dire, vous êtes dans un clapier, on va dire, sous contrôle, hein, on va dire aussi. On a aussi un vrai souci par rapport à l'autonomie sur le plan financier. Vous savez, il y a 50 ans, peu de gens avaient un compte bancaire, hein. Et il y a un siècle, avoir un compte en banque, c'était un peu comme aujourd'hui avoir un jet privé, quoi. Vous voyez, très, très peu de gens avaient un compte en banque. Donc, comment est-ce qu'on fonctionnait? Mais avec des petits papiers, avec des images, des pictogrammes qu'on donnait, quoi, hein. Ça, c'était super, hein, pour des autistes. C'est très concret, hein. Voilà, il y a des couleurs, des images, voilà. Ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, ben, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir une carte. Et quelle banque va accepter d'ouvrir ça pour vous si vous êtes bizarre? Et ça, voilà. Et tout devient de plus en plus compliqué. Pour voyager en train, c'est de plus en plus dur. Voyez. À une époque, vous savez comment voyager? Ben, on montait dans le train et à un moment donné, un type qui passait vous demandait, vous allez où? Et on disait, par exemple, je vais à Valenciennes. On répondait, ça vous fait 2 francs lourds, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, bref. Donc, et c'était comme ça que ça se passait. Il y a des pays où ça fonctionne toujours comme ça. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de smartphone, de je ne sais quoi, ben, vous ne voyagez pas. Tout simplement, quoi, hein, ouais. Et donc, dès lors, il y a un vrai, vrai défi. Comment est-ce que on peut faire en sorte que les personnes autistes, puisque c'est d'elles, on va dire qu'on parle essentiellement, que puissent être au moins un petit peu dans la non-exclusion, on va le dire comme ça, quoi, hein, sur ce point-là. Parce que là encore, c'est une sorte de prérequis, du moins pour vivre en Occident. Alors peut-être que vous demandez pourquoi j'ai mis ça ici, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une psy qui est spécialisée dans l'autisme. Ah, vous la connaissez peut-être, mais je ne dirai pas son nom, quoi, évidemment. Non, à chaque fois que j'ai la joie de la revoir, alors à chaque fois, elle me dit de lui avancer un peu de sous parce que sa banque a bloqué sa carte, quoi, hein. Je pense qu'elle gagne sa vie beaucoup mieux que moi, mais curieusement, donc l'anecdote, c'était pour dire que les autistes parfois peuvent gérer mieux leurs sous que les non-autistes, hein. Mais en fait, curieusement, la société considérera toujours l'autiste comme un déficient ou incapable de ou pour son bien, il vaut mieux que, etc. On connaît toutes ces phrases-là, hein, voilà. Et, et puis, donc, maintenant, on chemine vers la fin. Là, on va un petit peu rêvasser, hein. Je pense que dans le monde de l'autisme, on a un gros souci, hein. C'est on va dire, la faible, trop faible prise en compte de la multiculturalité, de l'interculturel, quoi.
Voyez. Et on va essayer de voir comment est-ce que ça peut, à mon avis, nous aider à notre épanouissement, hein. Tout d'abord, une très mauvaise nouvelle, hein, c'est que l'approche médicale, l'approche psychiatrique, notamment de ces dernières années, s'il lui manque quelque chose totalement, c'est précisément cette prise en compte de la pluralité des cultures. Voyez, c'est très frappant. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il y a quelques décennies en arrière, avait commencé, on va voir quelques images sur ça dans quelques instants, avait commencé ce que l'on appelait l'ethnopsychiatrie, etc. Réussi ou pas, hein, mais c'était des tentatives de prendre en compte la pluralité des cultures, hein. Et non, en somme, quoi, hein, aujourd'hui, on a essentiellement ce paradigme qu'on peut dire psychiatrique, hein. Donc, le paradigme psychiatrique actuel, c'est de dire que la société urbaine blanche occidentale est la société normale, hein, vous voyez. Donc, on fait une cohorte, on fait des statistiques sur cette cohorte. Si vous correspondez à la moyenne statistique de la société blanche occidentale urbaine, ben vous êtes normal, quoi, vous voyez. Et si vous vous déviez de ça, vous êtes pathologique, quoi. Vous voyez. Et ce qui est très frappant, c'est dans les terminologies, hein. Donc, il y a les troubles du spectre autistique. En anglais, c'est encore plus frappant, c'est disorder. Vous voyez, c'est ce qui casse le order, hein, ce qui va à l'encontre du order. Vous voyez, donc, le order, c'est la forme, on va dire, statistiquement standard de l'échantillon de base. Donc, c'est un échantillon occidental américain blanc urbain, quoi, hein. Donc, si vous êtes dans cette moyenne statistique, vous êtes dans le order. Si vous vous décalez de ça, vous êtes dans le disorder, en français traduit par trouble, hein. Mais à chaque fois, je ne peux que pouffer de rire quand je reçois les mails du docteur Pau, quoi, hein, donc, qui est le délégué interministériel. Il a le titre à rallonge de la délégation aux troubles du neurodéveloppement, etc., que j'appelle troubles non définis, quoi, hein. Et quand il liste, j'allais dire, tous les troubles, il y a trouble du spectre de l'autisme, trouble de la déficience intellectuelle, trouble ceci, trouble cela. À chaque fois, vous voyez, dans son mail, vous voyez trouble, 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 Et donc, il y a vraiment sur la liste des disorder. Et donc, vraiment quantifier ceux qui s'écartent en lien de l'échantillon statistique, hein. Le problème, on peut avoir cette vision comme ça, hein, mais il y a un sous-entendu qui est épouvantable. C'est que le sous-entendu, c'est que les gens qui sont dans la moyenne statistique sont des gens sains et normaux, quoi. Ça, méfions-nous, hein, c'est pas. J'avais un ami qui est hélas décédé. Il était un haut responsable de la police. Il avait mené je ne sais combien d'enquêtes criminelles. Et il m'avait expliqué si dans une enquête criminelle, hein, tu tombes sur un type qui est parfaitement clean, gentil avec les voisins, pas de dette, etc., ben, c'est lui le tueur, quoi. Ça, c'est une petite blague, hein, voyez. Alors, en tout cas, j'allais dire, on a, alors peut-être, je ne sais pas comment le dire sans être trop méchant, hein, mais on a eu ces dernières décennies un bouleversement total de méthodes dans les approches universitaires en psychologie, psychiatrie, etc., hein. Il y a 50, 60 ans et plus, la psychologie se fondait sur des études de cas, hein. Vous voyez, loin de moi de faire ici l'apologie du docteur Lacan et de ce Lacan-Henri, hein. Mais lorsque le docteur Lacan avait commencé son séminaire, il le faisait toujours à deux, il faisait venir un entre guillemets fou, et donc ça se passait toujours à deux. Le souci, c'est que petit à petit, Lacan a lui-même endossé le rôle du fou. Enfin bref, je passe les détails. Mais c'était ça, hein. On procédait à partir d'une étude de cas, on essaie de comprendre ce qui se passait dans telle ou telle famille ou situation, quoi, hein. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça qu'on procède. Aujourd'hui, on a repris un modèle de fonctionnement qui est issu des sciences dites dures, hein, donc physique, biologie, etc. Donc, on fait une cohorte, hein, un échantillon statistique, n égale je ne sais combien de personnes, hein, et ensuite on fait des stats, quoi, hein. Donc la moyenne c'est de temps, puis l'écart type, puis on fait toutes sortes de calculs et ça constitue un paper, quoi, hein, comme on dit, hein. Et notamment les jeunes chercheurs qui n'ont connu que ça sont convaincus que c'est la seule façon de faire de la recherche, quoi.
hein. Il y a 60 ans, on les aurait mis à la porte de l'université en leur disant, mais vous faites des stats, quoi, c'est pas de la recherche, quoi, vous voyez. Donc, comme quoi le monde a changé, quoi, hein. La problématique de cela, hein, c'est que, en fait, il y a de graves malentendus et de graves manques qui en émergent. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne vais pas être trop méchant d'emblée, hein, mais il y a plus un phénomène, c'est ce que j'avais dit plus haut, hein, c'est qu'il y a à peu près cette cécité totale par rapport à l'interculturalité. Et parce qu'on ne peut tout simplement pas faire entrer ce paramètre dans la recherche qui fonctionne par cohorte, quoi. Ah ouais, donc là, on est totalement bloqué, quoi, hein. Mais aussi le fait que comme, vous voyez, si être chercheur, c'est juste faire des statistiques, hein, eh bien, en fait, on aboutira à des errances totales sur un certain nombre de points. Et j'ai une image provocatrice ici pour vous. Alors, quelqu'un montre cette image, c'est tout simple. Vous allez à n'importe quel colloque autour de l'autisme, hein, et vous entendrez toujours les mêmes petits refrains sur les découvreurs de l'autisme étaient le docteur Kanner et le docteur Asperger. Voyez? En fait, non. Ici, sur cette page, vous avez une liste. Alors, ce n'est même pas une liste exhaustive, c'est juste au hasard des citations. Une liste de livres sur l'autisme qui date des années 1910, 1920, 1930, hein. Donc, vous avez, entre autres, hein, bon, vous avez le livre de Kretschmer, hein, qui était un grand psychiatre. Vous avez le livre de Binder, hein, vous avez le livre de Kahn, 1928. Vous avez le livre de Gruhl, 1929, etc. Tous des textes spécifiquement sur l'autisme. Question à vous, comment se fait-il que tous ceux d'éminents scientifiques qui nous ressassent l'histoire de l'autisme ignorent totalement ça? Mais en fait, parce qu'ils n'ont aucune méthodologie d'historien, quoi. Oui. Et ils n'ont aucunement eu la curiosité d'aller fouiner dans les archives. Et lorsqu'on procède uniquement par, on va dire, échantillon statistique, ben on va faire des errances très graves, quoi, hein. Et je pense que cette image-là, hein, elle est assez évocatrice, hein, d'un certain nombre de choses, quoi, hein. Donc c'est assez marrant qu'il ait existé des dizaines de bouquins explicitement sur l'autisme des décennies avant que l'autisme ne soit découvert selon toutes les présentations autour de l'autisme. Je trouve ça assez génial, hein, quand on y réfléchit un peu. Donc, bon, pour le dire un peu méchamment, si d'éminents médecins écrivent l'histoire de l'autisme, on devrait me laisser opérer des gens, hein. Ah oui, soyons clairs, hein, voilà. Donc, je veux dire, il faut parfois oser aller au-delà, hein, de certains, un peu par nostalgie, un peu par peut-être envie de tenter d'inciter un petit changement. Et j'ai mentionné l'ethnopsychiatrie, hein. Il fut un temps où on avait essayé d'inclure l'interculturalité dans l'univers de la psychiatrie, hein. Et, réussi ou pas, je ne sais pas. En tout cas, l'un des fondateurs, c'était le fameux Georges Devreux. Alors, Devreux lui-même, il avait l'un de ses profils que j'adore, hein. Donc, il venait de la minorité magyare de Roumanie et il était juif. En fait, c'est vraiment une histoire absolument de folie, quoi, en termes de pluralité de culture. Et il a beaucoup travaillé sur les Indiens d'Amérique, quoi, hein. Et donc, Devreux, hein, a entre autres écrit, c'est peut-être son livre le plus connu, et c'est d'ethnopsychiatrie générale, quoi, hein. Et et donc, alors, il y a quelques petites. Lui, le concept peut-être le plus intéressant qu'il ait dégagé, c'est celui de société malade, quoi, hein, parce que la psychiatrie qui se fonde sur des statistiques part du postulat que la moyenne statistique est saine, quoi, hein. Mais lui, au contraire, il partait de la possibilité qu'il y ait une société malade, hein. Et dès lors, les efforts d'adaptation à la société malade bah, mènent à des problèmes, quoi. Vous voyez? Ah, c'est un peu la citation, je crois, qu'on attribue à Krishnamurti, mais peu importe les détails, je la cite de mémoire. Être parfaitement adapté à une société profondément malade n'est nullement un signe de bonne santé, quoi, hein, hein, voyez?
Et, on peut peut-être le garder à l'esprit. Ah bon, dans les années 60, il y avait aussi une version beaucoup plus musclée, beaucoup plus radicale, hein. C'était un peu l'approche, vous voyez, de Frantz Fanon, qui était médecin d'ailleurs. Fanon, vous connaissez sans doute le bouquin Les damnés de la Terre, avec la fameuse préface de Sartre qui avait fait scandale quoi, à l'époque. Hein. Et donc, bon, Fanon, lui, c'était une version beaucoup plus musclée, avec cette idée que c'était l'oppression coloniale qui engendrait les troubles mentaux, etc. etc. Bon, c'est sans doute extrême, hein, mais cette idée hein, qu'il y ait des sociétés humaines plus ou moins favorables à la vie des gens bizarres, hein, ça c'est, je crois, important. Hein. Tout le nœud du problème n'est pas dans la tête d'un tel ou un tel spécimen humain, quoi. Oui, hein. Peut-être qu'il y a des problématiques plus larges. Et pour le dire un peu autrement, si vous êtes dans une entreprise où l'ambiance est presse citron et que vous faites un burn-out, ben, le patron dira, ah, il avait des fragilités psychologiques. Mais il ne dira pas, je suis un mauvais manager et je tyrannise la terre, quoi, hein. Vous voyez, donc, hein, ce sont les deux lectures hein, qu'on peut avoir, quoi, hein. Et c'est là un peu mon petit voyage de fin, quoi. Alors, je me suis un peu lâché hein, pour bavarder. Ensuite, ça sera plus intéressant, hein. Ça nous remonte à bien des années en arrière, quoi, hein. Vous voyez, donc, j'étais, à dire, quelqu'un de très, très timide, très peu à l'aise socialement, hein. Et donc, ben, il y a l'errance, les voyages ont commencé, hein. Parfois, on me dit, ah, comment tu as fait pour voyager? Mais en fait, c'est tout simple. Il y a deux parties, deux catégories de la population qui voyagent beaucoup. Il y a les très riches et il y a les très pauvres. Oui. Les très très riches, eux, ils voyagent un peu type jet set, hein. C'est pas vraiment des voyages, hein. Il y a beaucoup de kilomètres, hein, mais en fait, ils restent toujours dans les mêmes espèces de bulles, hein. C'est toujours un hôtel 5 étoiles, que ce soit ici à Singapour ou ailleurs, c'est plus ou moins toujours le même schéma, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Hum, Par contre, lorsque vous vous retrouvez sans rien dans des situations désastreuses, ben, c'est là que le voyage est un peu plus, comment dire, hardcore, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a des copains autistes à moi qui sont vraiment sont commencés à voyager pour fuir l'asile psychiatrique en France, quoi, hein. J'en connais quelques-uns, quoi. Explicitement, c'était pour fuir une hospitalisation d'office, etc., hein. Non, il y a ce cas de figure-là. Chez moi, c'était pas aussi extrême, hein, mais pardonnez la grossièreté, hein, si je puis me permettre, foutu pour foutu, quoi, hein, autant dégager, quoi, hein. Vous voyez, c'est un peu, on peut dire comme ça, hein. Alors, évidemment, c'est pas forcément des parties de plaisir. Donc, je vous passe différentes péripéties. J'ai vécu à Téhéran, quoi, hein, je pense que c'est pas un secret, quoi, hein. Et donc, ce qui est génial à Téhéran, c'est qu'en fait, il y avait quasiment pas d'Occidentaux à l'époque. C'était à l'époque du président Ahmadinejad, quoi, hein. Et donc, les gens, notamment les jeunes Iraniens, n'avaient jamais vu d'occidental de leur vie. Donc, ils pensaient que les Occidentaux étaient comme moi. Oui. Et donc, même quand je prenais, vous voyez, même un tout bête bus urbain, quoi, hein, vous voyez, jamais je ne ressortais sans plusieurs numéros de téléphone d'invitation pour le thé, etc. Donc, même quand vous avez zéro compétence sociale, vous réussissez quand même à vous faire des amis, quoi, hein. Et en particulier, c'est là que ça devient peut-être un peu plus intéressant pour notre histoire. J'avais croisé deux Turcs qui étaient là. Et c'était des fous, quoi, hein, mais pas dans le même sens que moi, quoi. Faut toujours s'allier à des fous, mais pas du même profil que ça, hein. Alors, c'était vraiment des gens, mais ils osaient tout, quoi, hein. Et donc, c'est vrai, c'était le genre de profil, lorsque un musée est fermé, ben, ils escaladent la clôture. Enfin, ouais, c'est le genre de profil. Alors, une fois, je leur avais dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et l'un d'eux m'avait répondu, nous sommes turcs. Génial, hein. Et donc, un jour, les deux Turcs sur lesquels j'étais tombé m'avaient dit, on ira à Nishapur, quoi, hein. Alors, en fait, Nishapur, j'en avais entendu parler. C'est une très vieille ville, hein. Aujourd'hui, elle est à peu près à la frontière entre Iran et Afghanistan. C'est à peu près ici, à Nishapur, quoi, hein. Nishapur, c'était une de ces villes qui furent glorieuses sur le plan de la culture à une lointaine époque, mais qui aujourd'hui ont
ont à peu près décliné ou disparu, quoi, hein, voilà. Bon, c'est pas disparu au sens physique, mais où l'étincelle n'est plus, quoi, hein. Et donc, ben, et les Turcs m'ont emmené à la gare de Téhéran, qui est un petit peu un lieu assez spécial. Puis on avait pris une espèce de train. Alors ça a duré, ça roule très lentement parce qu'il y a les troupeaux de chèvres sauvages. Enfin, je passe les détails. Et donc, une nuit, un jour plus tard, on est arrivé bah, presque au bout du monde à Nishapur, quoi, hein. Alors, donc, à Nishapur en particulier, il y a la tombe que je vous ai mise en image de Attar, hein. Donc, Attar en arabe, ça veut dire le parfumeur, hein, mais en fait, en persan, c'est le nom d'un grand poète qui a écrit la Conférence des oiseaux, quoi, hein, voilà. Et donc, la Conférence des oiseaux, c'est peut-être le petit bouquin que j'aimerais vous mentionner. Alors, c'est quoi la Conférence des oiseaux? Il y a 30 oiseaux qui se rassemblent. Ah, le chiffre 30, enfin le nombre 30 est très important, vous verrez pourquoi par la suite, hein. Il y a 30 oiseaux qui se rassemblent, donc ils font une conférence, quoi, hein. Et ben, ils sont un peu comme les humains, quoi, hein. Ils veulent un chef, quoi, hein. Ils se sentent perdus dans la vie, les 30 oiseaux, ils veulent un chef. Et ils ont entendu parler que le roi des oiseaux, hein, c'était un certain Simor. Je ne sais pas si vous voyez ce personnage, cette figure un peu, voyez, un peu comme ça. Vous le retrouvez à Simor, vous le retrouvez par exemple sur le logo de Air France. Voyez? Ou le logo, bien sûr, de Iranair aussi, hein. C'est une espèce de créature volante mythique qui avait été un peu aussi le symbole de l'empire achéménide et qu'on retrouve à Persépolis, etc. Vous voyez, ce genre de... Peut-être que j'aurais dû agrandir. Donc, ils se disent, le Simorgue, ça sera notre roi, quoi, hein. Et mais il faut le trouver parce qu'on ne sait pas où il est, quoi, hein, voilà. Et donc, les 30 oiseaux se mettent en quête, quoi, hein, du Simorgue, quoi. Alors, ils traversent cette vallée, etc. Ah, c'est un poème soufi, quoi. Donc, c'est très beau, très touchant, très symbolique, évidemment, quoi, hein. Et donc, les oiseaux, petit à petit, abandonnent parce que les épreuves sont, on va dire, trop difficiles, quoi, hein, voilà. Et donc, petit à petit, il y en a de moins en moins. Alors, chacun des oiseaux a un mauvais ou bon prétexte pour abandonner le chemin, quoi, hein. Et sauf qu'à la fin, bah, voilà, il rencontre le Simorgue, quoi, hein. Et en fait, c'est là qu'il découvre, hein, que Simorgue, hein, ça veut dire en persan, si ça veut dire 30 et morgue, ça veut dire oiseau, hein. Donc, il découvre qu'en fait, le Simorgue, c'était eux-mêmes, quoi, hein. Et donc, évidemment, c'est une leçon un peu de sagesse poétique, au sens où cette sagesse que l'on part en quête, qu'on recherche je ne sais où, bah, finalement, elle est en soi-même, quoi, hein, voyez. Mais par contre, il faut le cheminement je veux dire, des 7 vallées ou des moments, on va dire, difficiles. Il faut rencontrer des Turcs parfois aussi. Voilà. Donc, tout ça pour dire, hein, que parfois, on peut retrouver des clés de compréhension, de lecture, je ne sais où, quoi, hein, mais et là, ce qui me frappera toujours, c'est que quand vous allez dans des lieux totalement improbables, genre montagne du Yémen, etc., si vous croisez un blanc, c'est que très probablement il est autiste, quoi, hein. Ça, c'est... bon, alors, et c'est l'avant-dernière image. Je m'étais dit que dans les secrets du bonheur, on pouvait mentionner Bède. Alors, Bède dit le vénérable, Beda venerabilis, si on prend son nom latin, quoi. Alors, Bède vivait à une époque où les choses étaient extrêmement compliquées, hein, beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui, hein. Donc, c'était, les historiens anglo-saxons appellent ça les âges sombres, hein, voilà. Donc, bah, quitte à caricaturer un tout petit peu, c'était des époques où sortir de chez soi, c'était hautement risqué, quoi, hein, voilà. Et où l'inconnu, où le péril mortel était à 500 mètres de la chaumière, hein, on va le dire comme ça. Ouais, c'était les époques où les Jutes massacraient les Saxons et les Angles, frappaient aussi. Enfin, ouais, c'était un peu ce genre de boucherie, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a de ça. Au milieu de tout ça, il y avait des types qui, pour des raisons inconnues, peut-être plus connues dans notre petit univers à nous, mais pour des raisons inconnues, ne se consacraient
pas, je veux dire, développer leurs muscles pour fracasser le crâne de l'autre, ne forgeaient pas des armes, mais qui étaient passionnés de grammaire latine, quoi, hein. Et c'est grâce à Bède le Vénérable que l'on a, ben, que l'on connaît au moins un petit peu, hein, cette histoire de l'Angleterre, hein. Et donc, dans son bouquin Histoire des Anglais, ben, c'est littéralement ça, l'histoire des Anglais, il parle un peu, il relate à sa façon l'histoire telle qu'il l'aperçoit de cette époque-là. C'est quelqu'un de très pudique, donc il ne parle quasiment pas de lui-même, hein, c'est pas un influenceur de Dubaï, quoi, on est d'accord, hein. Mais à la fin du bouquin, il donne quand même un tout petit, une petite clé, quoi, hein, du bonheur. Et je pense que c'est très joliment dit, hein. Donc, il faut aller chanter au quotidien, hein, voilà. Et il faut aussi donc apprendre, enseigner et écrire, hein. Et je crois que ça, c'est un bon résumé, quoi, hein, des choses, quoi, hein. Voilà. Bon, j'ai une dernière image pour vous. C'était un colloque l'autre jour, c'était à Lausanne, hein, bon. Et donc, j'ai appris que dans la Haute École du Travail social à Lausanne, que j'ai la joie de fréquenter depuis un certain nombre d'années déjà, il y avait un chat officiel, quoi, hein. Le voici. Alors, ce chat officiel, en fait, il assiste au cours. Et j'ai pu constater moi-même, une fois que le cours est fini, il se lève et il s'en va, quoi. Si, si, si. Et il habite littéralement sur les lieux, hein. Il a son petit local, etc., avec la bouffe et tout ça qui va avec, quoi, hein. Et donc, c'est là qu'on se dit, hein, ce chat-là, quand les gens sont venus, quand les illustres orateurs, grands professeurs sont venus, ce chat-là avait totalement bouleversé tout le monde. Voyez, par sa présence, par comment il écoutait, etc., hein. Les grands professeurs qui ont fait leur charabia n'ont pas réussi à créer un si bon lien entre les gens que ce chat-là. Voyez, ça donne beaucoup à réfléchir sur ce qu'est la vraie sagesse, hein, et sur comment finalement parfois ce sont les gens, les êtres que l'on rejetait, que l'on méprisait, qui peuvent peut-être l'amener davantage ou peut-être un peu mieux qu'on ne le croyait, hein, et que la vraie sagesse n'est pas forcément là où on le croit. Voilà, merci beaucoup à vous. Ça, s'il y a des questions, c'est Je pas veux bien. le Mm. micro. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de résumer la, la- la présentation en 1 minute 30? Oui. Il y a une scène comme ça du Talmud, hein, où, donc évidemment c'est toujours des rabbins qui discutent entre eux dans le Talmud, hein, et donc il y a l'un d'eux qui demande à un rabbin, est-ce que tu peux me résumer la Torah en étant debout sur un pied, en d'autres termes, en quelques mots? C'est-à-dire, je ne sais pas si la chose est possible parce que la thèse, c'est pas la teneur du message, c'est le cheminement personnel. Voyez? J'aurais presque envie, je ne sais pas si je puis me permettre, hein, mais voyez, il y a un poète persan classique, Saadi de Shiraz, hein, qui avait dit à peu près ceci. euh, euh, An kezarmati nakeshid bero hati naresid, hein. Celui qui ne tire pas les difficultés, qui ne traverse pas les difficultés, en français on peut dire, n'atteint pas, on va dire, l'épanouissement, on peut le traduire comme ça, final, quoi, hein. Et donc, en fait, c'est le cheminement, hein, qui importe. C'est pas forcément à dire le A, B, C, D, quoi, hein. Vous voyez, là aussi, c'est une différence fondamentale entre, on va dire, le savoir à l'occidental qui se résume par A, B, C, D, et puis la question de cheminement personnel, quoi, hein. Ouais, je crois.
que l'un n'est pas réductible à l'autre. Alors, je ne dis pas que l'un soit supérieur à l'autre, non, mais peut-être qu'en Occident, on a exclusivement misé, on va dire, sur un apprentissage, par exemple, l'eau au bout à 100 degrés, etc., etc. Mais est-ce que ça, je dirais, réellement construit et épanouit l'être humain? C'est une grande question, ça. Bonjour et merci. J'aurais une remarque et une question. Enfin, une remarque. J'aime beaucoup l'image du chat à la fin parce que moi j'ai un petit garçon autiste qui ne parle pas et qu'on dirait plutôt autiste sévère. Enfin, on dit comme on veut. Et quand on me demande comment on approche, comment on doit approcher mon fils, je le compare à un petit chat sauvage parce que pour moi c'est exactement ça. Il faut y aller doucement. Et donc l'image du chat me plaît beaucoup. Et donc, ma question, c'est, vous avez évoqué plusieurs fois l'interculturalité qui n'était pas assez prise en compte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, il y a, je dirais, un niveau tout simple et pragmatique, hein. Quand on discute avec les professionnels de l'autisme, surtout, on va dire, dans certains coins de France, la première et grande question, c'est, on a des familles qui viennent de je ne sais quel environnement culturel, on a des familles qui, par exemple, ont certaines habitudes personnelles qui ne connaissent pas forcément le français, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait, quoi, hein, oui. Donc, il y a cette approche très concrète. Et moi, ce qui me stupéfie, c'est à quel point on s'est nous-mêmes désarmés sur ce sujet-là, quoi, hein, voyez. Je veux juste vous dire, pardonnez d'entrer peut-être je ne devrais pas dire ça, mais pour diverses raisons, je fais toujours partie du comité scientifique du CRAIF, hein, bien que je ne sois plus en Île-de-France, mais peu importe. Et donc, l'autre jour, on avait eu une discussion sur des plaquettes, etc. Bon, très, très important. Ça fait partie de la mission, hein, des CRA, comme vous le savez. Et donc, j'avais suggéré de faire comme dans d'autres pays, en Angleterre, etc., d'avoir des plaquettes en plusieurs langues. Mais qu'est-ce que je crois que j'étais totalement à côté de la plaque des habitudes, quoi, hein. Et quelle grossièreté, quoi, hein, que de penser à ça, quoi, hein. Pourtant, j'allais dire, à mon avis, les outils qu'on peut retenir sont les outils qui marchent, vous voyez, donc des outils qui sont partagés, que les gens s'approprient dans leur langue, leur référence culturelle, hein, et ça, je crois que c'est très important. Alors, il y a cet aspect tout à fait pragmatique, mais en termes d'interculturalité, il y a peut-être plus important et plus troublant pour nous. Je veux dire que nous, on a en Occident une certaine vision de tel ou tel handicap ou de ce qu'on appelle pathologie. Mais comment est-ce que ça se passe dans d'autres lieux? Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes un petit homme, comme parlait Rudyard Kipling, un enfant, donc en Occident, vous devez passer vos 20 ou 30 premières années immobiles sur une petite chaise à côté d'autres petites chaises. Si vous êtes hyperactif, ça sera de l'enfer, quoi, hein. On va vous chasser de l'école à cause de ça, quoi, hein. Et donc, j'en discutais l'autre jour avec une amie qui est médecin, elle est congolaise d'origine, et donc, elle a un enfant comme ça. Elle m'a expliqué, elle a raison en plus, que chez elle au village, il n'y a pas de maladie d'hyperactivité, on dit un enfant plein de vie. Hein, il y a des façons d'apprendre, mais un peu comme dans Tom Sawyer, hein, il y a des façons d'apprendre, de s'épanouir pour lui. Et puis peut-être il aura une bien meilleure vie que son équivalent occidental bourré de médoc et qui ne peut pas sortir de sa chambre parce que X, Y, Z, l'assurance ne couvre pas les déplacements de l'enfant. Moi, ça, je trouve ça génial, quoi, hein. Vous voyez, au village pygmée du Cameroun, on sait même pas ce que c'est une police d'assurance, quoi, hein, vous voyez, donc, et on vit très bien, quoi, hein, voilà, c'est ce que... Donc, ou alors, peut-être pour prendre un autre exemple, moi,
c'est une claque que je me suis prise il y a quelques semaines, hein. Pour vous résumer l'affaire, le ministère marocain des Affaires étrangères met en place, et ils ont vraiment tout misé sur la collaboration panafricaine, quoi, hein. Voilà. Donc, ils ont fait venir pour plusieurs mois, dans un cadre vraiment 5 étoiles, toutes sortes de représentants d'associations dans l'autisme de l'Afrique au sens large, hein, avec toutes sortes de pays africains, et des présidents d'assos, des responsables, etc., se sont retrouvés à Rabat pour plusieurs mois pour développer compétences sur l'école inclusive et tout ça et tout ça. J'ai eu la joie de partager un petit moment avec eux. Je vous passe les détails. Et donc, un monsieur en particulier qui vient d'une assoce des Comores, quoi, alors en vêtements traditionnels, le petit chapeau, la kouma, comme on dit, hein, sur la tête. Donc, il a, monsieur très intelligent, très, très poli, très bref, et il a écouté pendant des jours et des jours les enseignements sur l'école inclusive avec les meilleurs spécialistes en langue française, anglaise, que sais-je. Et à la fin, lors d'un moment un peu entre nous, il m'avait adressé la parole, il m'avait dit à peu près ceci. Mais nous, je veux dire, aux Comores, hein, l'école inclusive, tout ça, c'est très bien. Mais nous, aux Comores, en fait, traditionnellement, on a l'école coranique. Et de fait, on n'utilise pas ce terme, mais elle est inclusive parce que les enfants, qu'ils soient trisomiques ou pas, on ne sait pas s'ils sont trisomiques, ils n'ont pas le diagnostic, ils viennent, quoi, hein. Garçons et filles, ils sont assis par terre. Et moi aussi, le prof, je suis assis avec eux. Moi, j'étais très troublé, quoi, hein. J'étais très troublé parce que je savais qu'il avait raison, quoi, hein. Le simple fait que les enfants trisomiques ou pas se retrouvent, voyez, et passent du temps ensemble, hein, je pense qu'en termes pédagogiques, là, c'est la classe, quoi, sans mauvais jeu de mots, quoi, hein. Et pour être tout à fait méchant, et là de façon assumée, quoi, hein, je ne suis pas marocain. Je vais de temps à autre au Maroc pour des raisons professionnelles, peu importe. Mais ce que je suis absolument stupéfait, c'est si vous me demandez de citer des gens trisomiques qui sont étudiants ou qui ont fait des études universitaires. Je peux vous en citer plusieurs au Maroc que je connais, qui sont trilingues, etc. Mais en Europe, je serais incapable de vous en citer un seul. Voyez. Et donc, j'adore l'interculturalité, c'est aussi de comprendre qu'en fait, malheureusement pour notre ego, on n'est pas le centre du monde. Ou heureusement d'ailleurs, peut-être pour notre ego, on n'est pas le centre du monde. Comprendre ce qui se passe ailleurs, c'est très important. Moi, pardonnez de vous le dire comme ça, je suis très, très, très frappé de voir qu'il y a des associations, par exemple dans l'Est de la France, dont le siège est littéralement à 2 ou 3 kilomètres de la frontière allemande, mais qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe en Allemagne, hein. Je trouve ça très frappant et au fond, c'est triste, quoi. C'est très triste parce qu'il se passe des choses super et on gagnerait beaucoup, hein, à voir ce qui se passe, s'en inspirer et faire circuler les bonnes pratiques, hein. Je pense qu'il y a aussi de ça. Bonjour, merci d'être là. C'est un bonheur pour nous tous, je crois. Vous avez parlé d'autodétermination. Moi, j'avoue que j'ai des bémols par rapport à ça. Il y a eu un congrès il n'y a pas longtemps avec Autisme France, on en a parlé, on a écouté. Moi, j'y ai été, entre guillemets, c'est dur ce mot-là, mais confrontée pour mon fils, parce que j'ai toujours le sentiment qu'avec ce terme-là, l'utilisation qu'elle est faite au niveau des professionnels, nous met tous sur un fil, comment dire, où on peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire d'un côté positif, où effectivement il est vital pour des personnes euh, de pouvoir y avoir accès et de pouvoir être portées, guidées vers ça. D'un autre côté, au niveau professionnel, l'utilisation de ce mot-là peut amener des dérivés, enfin, des déviances et de la maltraitance. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vous entendais, tout est très positif, et Dieu merci, mais voilà, le côté négatif de ça, comment vous voyez la chose, si je peux...
Merci à vous. Alors, c'est un point, j'allais dire, un peu compliqué que les effets de mode, hein. Là, clairement, nous avons un effet de mode par rapport à l'autodétermination. C'est un mot qui sonne très bien, hein. C'est un mot, si vous êtes professionnel, vous faites des choses sur l'autodétermination, les finances vont affluer, quoi, hein, ça c'est sûr. Et donc, au Canada, c'est devenu la nouvelle religion, hein. C'est plus l'inclusion, hein, c'est l'autodétermination maintenant, quoi. Euh, Est-ce que c'est vraiment bon ou vraiment mauvais? C'est toujours un peu entre les deux, quoi, hein. Alors, en bonne partie, ce qui me frappe beaucoup quand vous écoutez les grands experts de l'autodétermination qui gagnent beaucoup de sous par ce discours-là, eh bien, en fait, ils reprennent des choses qu'avant on connaissait sous d'autres termes, quoi, hein, tout simplement, hein. Hum, Oui, il y a des modes linguistiques qui vont et viennent. On en a connu d'autres. Par exemple, si je vous dis l'insertion des invalides, ben, vous direz, ah, quelle horrible personne, comment il parle. Oui, mais dans les années 80, c'était très bien, quoi, hein, l'insertion des invalides. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, hein, donc, après tout, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc, il y a des modes linguistiques qui vont et viennent, hein. L'important, à mon avis, c'est pas d'être obsédé par tel ou tel mot, quoi, hein. C'est de voir les gens, comment ça se passe, comment est-ce que la personne se développe, hein. Alors, évidemment, à titre personnel, quoi, hein, bien sûr que j'ai un petit côté, on dit peut-être rebelle ou que sais-je, peut-être qu'un psychanalyste aurait trouvé toutes sortes de choses bizarres chez moi, hein. Bon, bref, enfin, j'ai passé 8 ans en analyse, mais bon, ils n'ont rien trouvé de spécial. Bon, ça parle que le portefeuille a été vidé, il n'y a eu aucun autre effet marquant, on va le dire comme ça, quand même. Mais ce que je veux dire par là, bien sûr que j'ai mes petites orientations, hein, de pousser les gens vers un meilleur fonctionnement, etc. Mais dans l'absolu, je veux dire, je sais pas à moi de dicter aux gens, vous devez faire ci, vous devez faire cela, quoi, hein. Peut-être d'essayer de se mettre dans la perspective des uns et des autres, ça, je crois, ça, on peut le demander aux gens, quoi, hein. Oui. Après, pour les questions concrètes, ce n'est pas à moi de qui suis-je pour vous dicter que vous devez faire ci, vous devez faire cela, quoi, en d'autres termes. Voyez. Je ne sais pas si mes quelques bafouilles correspondent à peut-être votre question ou pas. Mais M'excuse. Euh, Par rapport à ce que vous me dites, effectivement, je vous rejoins aussi uniquement dans l'idée de se dire que quelle que soit la mode et les directions possibles, c'est le respect de la personne qui compte. Voilà. parfaitement, oui. Oui, c'est la personne qui est essentielle. Parce que les labels vont et viennent, hein. Je vais peut-être choquer l'honorable assemblée, mais il est fort possible que dans 20 ans, l'autisme n'existe plus, quoi. C'est fort possible, hein, voyez. Hein, mais l'important, hein, c'est les gens, quoi, hein. Ce sont les gens, hein, qui sont là. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres labels, enfin, que sais-je, mais enfin, c'est les personnes qui apportent, hein. Et tout le reste, je veux dire, ça vient, ça passe, quoi. Merci. Bonjour. Merci pour votre venue chez nous à Lille. Je vous ai croisé tout à l'heure en arrivant. Ça m'a fait plaisir d'échanger quelques mots avec vous. Euh, le sujet d'aujourd'hui, ça me parlait beaucoup, l'épanouissement personnel. Euh, j'ai eu un diagnostic très tardif. Alors, j'ai toujours su que j'étais pas comme les autres, mais je n'ai mis un mot que il y a 1 an et demi. Ça a été très difficile à diagnostiquer chez moi. Donc, j'ai été diagnostiquée à 48 ans et demi, presque 49 ans. Donc, j'ai été dans un premier temps soulagée. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai je pense être heureuse. J'ai su trouver un épanouissement, et même si malheureusement, encore parfois, le fait d'être autisme, et moi personnellement, je le vis comme un très lourd handicap. Très souvent, je me dis, j'ai pas ma place. Je suis intégrée socialement. Les gens me voient comme quelqu'un de plutôt sociable, chose que je n'étais pas auparavant. J'ai beaucoup appris dans la douleur et dans les épreuves.
Et donc, très souvent, je me sens quand même comme une personne inadaptée, même si ça ne se voit pas de prime abord. Et donc, très souvent, quand même, je suis en souffrance parce que je me dis, ce monde n'est pas fait pour moi, je ne suis pas fait pour vivre dans ce monde. Et combien de fois je me voyais m'exiler ailleurs, dans une île où, entre guillemets, il y aurait personne, même si, en fait, j'aime bien être avec les gens, j'aime discuter avec les gens à présent. Et je dis que j'ai besoin des gens. Mais parfois, d'être dans un monde cruel, malhonnête ou très souvent, moi, je comprends la moitié de ce qu'on me dit parce que je ne comprends pas les nuances et le second degré, ça reste très difficile. Mais en tout cas, euh, malgré tout, je revendique aussi ma différence en me disant, ben, j'ai pas envie d'être comme les autres, j'ai pas envie, voilà. Et tout à l'heure, vous parliez justement de liberté. Vous avez parlé d'autodétermination. Moi, j'associe ça à la liberté, qui est un concept qui, pour moi, a toujours été très cher. Et je revendique ma liberté et j'ai découvert juste par vos voyages justement, j'ai découvert que j'avais un don que vous avez également qui est l'hyper-polyglottisme. C'est en fait grâce à ces podcasts que je me suis dit, ah mince, alors c'est ça que j'ai aussi. Donc même chose, ça m'a permis de voir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres personnes. Alors même si effectivement l'autisme c'est très très large, hein, j'ai intégré cette année un groupe d'interaction sociale à Lille et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de voir d'autres personnes autistes adultes et de voir qu'effectivement, on est tous différents, mais il y a des choses, il y a cette chose qui nous unit, qui est effectivement l'autisme. Euh, je vais un peu dans tous les sens, mais bon, euh, je suis contente d'appartenir, enfin, de toute façon, on est né comme ça, on sait tout, hein, mais ça reste quand même difficile. Alors, j'ai de la chance. J'ai pu avoir une fille qui va avoir 9 ans bientôt. Et donc, elle est éduquée à l'autisme et à toute forme de handicap depuis très jeune. Et c'est vrai elle m'aide beaucoup. Elle est d'une grande bienveillance à mon égard. Euh, Ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, même si parfois c'est très difficile à vivre au quotidien, on peut être heureux, on peut être épanoui. C'est vrai que il nous manque des clés pour comprendre ce monde. Mais moi, je suis vraiment pour diffuser et faire connaître l'autisme. J'espère, il est prévu que j'intervienne bientôt à la mairie de Roubaix, ici, donc dans la région, pour parler de l'autisme à des salariés de la mairie de Roubaix. Donc, je suis contente de faire connaître, en tout cas, mon quotidien en tant que personne autiste. Et je trouve que c'est voilà, important de parler de l'autisme sous toutes les formes, parce que voilà, on est beaucoup quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup digressé. En tout cas, je voulais vous dire vraiment merci d'être présent et de nous faire partager voilà, vos sentiments, vos pensées, vos connaissances, votre cheminement. Et merci à chacun et chacune d'entre vous. Bonne journée. Mm. Merci à vous. Vous l'avez très bien dit, dans la vie humaine, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre, quoi, vous voyez. Hein, pour que les bons moments existent, il faut qu'il y ait aussi des moments plus difficiles. Et l'un nourrit l'autre. Hein. Peut-être, peut-être on peut être un peu triste face à ça, mais je crois que fondamentalement, c'est comme cela que l'on chemine, que l'on progresse. Hein. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'on peut construire une vie qui ne correspond pas du tout aux standards. Hein. Et d'une certaine façon, il ne faut pas chercher à correspondre à certains standards. Hein. Je crois que correspondre à la moyenne statistique, c'est vraiment pas un plan de vie extraordinaire. Hein. Pour faire un mauvais jeu de mots, non, peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais François Hollande peut servir de démonstration. Non, j'ai rien dit. Mon ancien boss en plus, hein, donc j'ai rien dit. Mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, hein, c'est qu'il y a des gens autistes qui se construisent des vies parfois de légende, quoi. Hein. Je suis bluffé. Hein. Je ne vais pas vous donner son nom, mais il y a un bonhomme que je connais depuis fort longtemps. Lui s'est construit une vie tout à fait
Il est français, je dirais, d'origine à 100%. C'est-à-dire, il a un nom français, etc. Hein, ben, tout ce qu'il y a de plus franco-français. Mais comme il était totalement inadapté quoi, en France, il est parti en errance. Quoi, hein, l'expression que c'est clochard céleste, c'est un peu ça. Quoi, hein. Il est parti en errance. Et puis maintenant, bien des années plus tard, donc, il a une famille à Téhéran. Et il travaille au Sultanat d'Oman. Il a une entreprise. Et donc, chaque week-end, il prend l'avion pour aller à Téhéran, quoi. Hein. Voyez? Mais, je veux dire, mais qui peut, je veux dire, qui peut envisager ce genre de mode de vie, quoi? Hein, voyez? Donc, mais comme quoi, finalement, ça va bien pour lui, quoi. Je ne dis pas qu'il faille faire exactement la même chose. Non, certainement pas. Mais je veux dire, on peut se créer des parcours de vie qui ne correspondent à aucun standard. Et puis, finalement, d'une certaine façon, ça peut aussi aider d'autres personnes hein, à avoir des idées et puis ne pas suivre les modèles qui nous ont été martelés ou proposés. Ça peut être aussi très, très important pour cet épanouissement personnel. On peut accorder une dernière question, Joseph? Vous parlez d'autonomie, mais moi, en tant qu'autiste, je suis très, très fatiguée, fatigable très vite. Euh, Comment on peut rallier autonomie tout en gérant la fatigue et en se consacrant à ce qu'on aime vraiment? Ça dure. Merci, merci. Alors, justement, j'allais dire l'idée de l'autonomie, hein, donc que c'est étymologiquement sens exact, ça a la même étymologie partiellement que autisme, autos, hein, vous voyez. Ouais. Et donc, l'autonomie consiste à se donner à soi-même la maxime de son action. Alors ça, c'est un peu français 18e, hein, mais vous voyez, donc le nomos, donc c'est la loi en fait, hein, le principe que vous suivez dans votre vie. Hein, ça se dit nomos. Hein. Et donc l'autonomie, c'est lorsque vous êtes votre propre législateur en quelque sorte. C'est ça l'autonomie. Quoi, hein, voilà. Alors, sans parler de loi parce que c'est un petit peu pompeux comme terme, hein, mais la maxime de son action, donc le principe que l'on suit hein, dans sa vie, eh bien, quand on est autonome, c'est à nous-mêmes de le forger, quoi. Voyez? Et donc, que l'on soit très fatigable ou pas fatigable, sachant que en général, ceux qui disent qu'ils ne sont pas fatigables, soit c'est des menteurs, soit c'est des drogués, quoi. Ah non, non, bref. Mais, et puis, c'est aussi souvent une image qu'on se donne hein, dans certains environnements professionnels. On essaie de faire passer pour infatigable. Mais je peux vous assurer que 2 heures avant ces concerts, Johnny c'était au fond de la baignoire et on devait le piquer avec plein de trucs pour qu'il réussisse à faire semblant d'être infatigable. Donc, bref, ce que je veux dire par qu'on soit très fatigable ou peu fatigable, hein, en fait, on peut se construire son mode de vie qui correspond à qui on est. Hein, et la fatigabilité n'est pas en soi une malédiction, quoi. Hein. Elle fait partie de ce qui a permis à un grand nombre d'écrivains, d'auteurs, de créateurs de créer cet univers. Voyez. Si vous êtes une personne totalement infatigable et hyper sociable, en termes de production culturelle, ça sera zéro, quoi. Voyez. Ou alors vous faites des causeries de salon, ce qui peut être très plaisant, quoi. Mais en termes de créativité nouvelle, hein, lorsqu'on consacre tout son temps à certaines choses, il y a un prix à payer, ce qu'on ne fera pas les autres. Oui. J'ai une amie qui s'appelle Amélie Tsagvalren, c'est son pseudonyme, elle est championne du monde de Wikipédia. Hein, c'est la Wikipédienne francophone la plus créative, productive. Hein, voilà. Et donc, une fois, il y a déjà longtemps, un journaliste avait demandé à Amélie, mais comment est-ce que vous avez fait à votre jeune âge de créer des dizaines de milliers d'articles scientifiques alors que des chercheurs au CNRS pondent tout au plus un article par an et encore. Voyez? Et donc la réponse d'Amélie avait été, mais je veux dire, il consacrait sa vie, quoi. Voyez? Et pas à la socialisation. Ouais, par exemple. À socialiser, c'est super, quoi. Hein. Si vous avez un profil hyper sociable, allez-y, socialisez. Mais il faut savoir, quoi qu'on fasse, il y a toujours un prix à payer. Hein, donc, Amélie, elle a créé son style de vie avec, elle donne son énergie,
de son intellect à certaines tâches, hein, et pas à d'autres. Voilà. Et donc, à nous ben, de créer cette espèce de mixte personnel, hein. Alors, dans l'univers des personnes IMC, on a bien pu montrer que, en fait, les activités que l'on a sont accompagnées d'un prix énergétique variable, hein. Donc, certaines activités nous coûtent très cher et d'autres activités coûtent beaucoup moins cher. Et il n'y a pas de barème unique entre les gens. C'est-à-dire, pour certains humains, hein, il y aura un coût associé très fort pour certaines activités, alors qu'on s'attendra à ce qu'elles soient, par exemple, peu coûteuses. Vous voyez, donc c'est très individuel. Donc, à vous peut-être de trouver une activité qui ne vous est pas coûteuse en énergie, hein, et qui est peut-être coûteuse pour les autres. Et puis, si vous vous y consacrez, eh bien, à mon avis, ce sera fort épanouissant pour vous. Et je pense que vous pourrez non seulement vous épanouir, vous, mais contribuer à l'épanouissement des autres, hein, parce que ça, c'est toujours lié, à mon avis, quoi. Vous voyez? Donc, je ne suis pas sûr que la fatigabilité en tant que telle soit nécessairement un point de blocage absolu ou une malédiction. Vous voyez? Puisque je dis autonomie, il faut absolument que je dise la phrase qui va avec, hein. Donc, c'est souvent l'autonomie est associée aux œuvres d'Emmanuel Kant. Alors, Emmanuel Kant, c'est un personnage tout à fait savoureux, hein. Les voisins d'Emmanuel Kant savaient que c'était midi quand ils le voyaient sortir et faire le tour du jardin, toujours dans le même sens, quoi, hein. Et la chose la plus chiante au monde, c'est de tenter d'écrire une biographie d'Emmanuel Kant parce qu'il ne s'est rien passé dans sa vie. Il n'est jamais sorti de sa petite ville de Königsberg, hein. Vous voyez, c'est un peu comme par exemple si je vous disais je suis né à Liévin et je ne suis jamais sorti de Liévin. C'est exactement comme ça, quoi, hein, vous voyez. Et donc, il est né, il a étudié et il est mort, quoi, hein. C'est à peu près tout ce qui s'est passé dans la vie d'Emmanuel Kant, hein. Et donc, c'est Kant qui avait peut-être le plus marqué ce terme d'autonomie, hein. Et il y a l'une de ses exhortations, hein, qui est restée un peu dans les mémoires, hein, c'est le fameux sapere aude, ose te servir toi-même de ton propre entendement, quoi, hein, voyez? Ne suis pas les directives de je ne sais pas quel prince ou empereur, quoi, hein, mais oser se servir soi-même de son propre entendement, quoi, hein, et pour bâtir justement une vie qui ne ressemble pas forcément à celle des autres, quoi, hein. Je pense que c'est peut-être, on peut le retenir, et ça, je pense, c'est ce qui fait la ligne de démarcation entre l'être humain et je ne sais pas quelle entité, un caillou ou autre chose, quoi, hein, voyez? Donc, peut-être vous me direz que je suis irréductiblement optimiste, hein, mais je pense que handicap ou pas, hein, je n'ai jamais rencontré de personne handicapée qui n'ait aucune compétence, faculté, voyez. C'est même tout l'inverse, hein. Peut-être que j'ai une déformation mentale, pathologique, vous me direz, mais il y a deux points qui me fascinent, hein. Ce sont les compétences des gens qui vivent à la rue et les compétences des autistes non-verbaux. Ce sont les deux choses qui peut-être me fascinent le plus, hein. Et quand on y réfléchit, quand on passe du temps avec les gens, on comprend que, premièrement, la fameuse déficience intellectuelle, je ne sais pas ce que c'est. Je pensais le savoir il y a 20 ans, je ne le sais plus. Et d'autre part, que chaque personne a beaucoup plus de capacités qu'on ne le croit, quoi, hein. Vous voyez, ça, c'est vraiment... Si je peux ajouter une blagounette, que parfois j'aime à dire, j'en avais parlé l'autre jour avec un copain autiste et il m'avait répondu ceci: le président de la République est lourdement handicapé. Il a besoin de beaucoup d'aide pour remplir ses dossiers. Et c'est vrai, quoi, hein, c'est vrai. Ouais, ce sont des vies d'assistés absolues. Il y a constamment des types qui vous disent, Monsieur le ministre, votre voiture est avancée. Monsieur le ministre, votre repas est servi. Monsieur le ministre, il y a un tel qui attend dans l'antichambre. Voici les éléments du langage, quoi. Voilà. Je ne connais aucune personne handicapée qui ait besoin du 10e de l'aide humaine dont bénéficient certains personnages de ce type, quoi, hein. Personne n'osera leur dire qu'ils sont handicapés, quoi, hein, voilà. Donc, vous voyez, finalement, quand on y réfléchit bien, l'être humain a besoin des autres. Et à ce niveau-là, les gens dits handicapés ne se distinguent pas fondamentalement des autres, quoi, hein, vous voyez.
hein, c'est juste une question de point de vue. Et au fond du fond, c'est une excellente nouvelle, quoi, hein, voyez. Et à nous peut-être de construire, d'essayer de construire des choses intéressantes pour nous-mêmes, pour les autres. Il faut surtout pas faire comme à l'éducation nationale où le prof dit aux élèves ne fais pas l'intéressant. Mais non, il faut justement faire des choses intéressantes dans la vie, quoi, hein, voilà. Faut pas donner, je vais aussi déraper totalement, vous excuserez. Merci d'avoir bien voulu écouter mes âneries, quoi. Merci. Merci à vous, Joseph, encore une fois, hein, pour ces propos qui sont toujours très profonds et qui portent à réflexion. Et puis, je pense que tout ce qui est épanouissement personnel, ce que vous avez pu partager, reste valable pour tout le monde, neurotypique ou ouais, autiste, c'est vrai pour tous. Je vous invite maintenant à partager un pot de l'amitié avec nous dans la salle qui est juste à côté. Voilà. Merci encore.